Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo de chapitre 16 de cursus CCNA 1. Je sais que ça tarde un peu, je sais que ça dure un peu longtemps, mais je suis vraiment désolé vu mes plannings très chargés. J'ai beaucoup de mal et beaucoup de soucis à trouver de la dispo pour préparer les chapitres et aussi faire les vidéos et les montages. Mais bon, comme je vous ai dit toujours, on va aller jusqu'au bout et sur ça, il n'y a pas de débat. Même si ça met un peu de temps, je suis vraiment désolé pour ceux qui suivent jour par jour, mais on les terminera, y compris pour les autres CCNA, y compris pour d'autres cours prochainement. Du coup, sans plus tarder, nous allons commencer, nous allons parler rapidement de ce chapitre dédié à la partie sécurité et en tout, on aura 4 parties principales. La première partie, nous allons parler des menaces pour la sécurité et les vulnérabilités, les différents types d'attaques réseau existants, comment faire pour maîtriser les attaques ou autrement dit réduire ou baisser le niveau de risque, et puis à la fin, comment sécuriser ou assurer la sécurité des périphériques. En fonction de combien ça va durer la vidéo, je pense que sur ce chapitre, il y aura 3 vidéos. La première, ça sera pour le cours. La deuxième, ça sera pour quelques aspects pratiques. Et la troisième, ça sera pour l'examen de fin de chapitre. Après, si j'avance très bien dans une des parties, peut-être je vais essayer de baisser à 2 vidéos au lieu de 3. Alors, commençons le chapitre directement par la première partie qui est les types de menaces. Du coup, quand on parle sécurité, on parle principalement de la menace de sécurité. Parce que sans la menace, on ne peut pas parler de sécurité. Et même sans la menace, ça ne sert à rien d'assurer une protection ou quoi que ce soit. Du coup, le principal objectif de la sécurité, c'est de faire face à des menaces. C'est quoi la menace globalement? C'est le fait de se mettre en danger ou tout simplement le fait d'avoir une faille que quelqu'un cherche à exploiter ou le fait d'avoir une vulnérabilité dans un système que quelqu'un essaye d'exploiter. La personne qui exploite la faille s'appelle l'acteur de menace. Je tiens juste à préciser que dans ce chapitre, on va parler vraiment de la base, de la base, de la base, de la base de la sécurité réseau. On ne va pas rentrer avec plus de détails sur les différentes parties. Ce n'est pas l'objectif de ce chapitre, ni de la CCNA réseau, qui reste quand même une CCNA réseau et non une CCNA sécurité. On parlera de la sécurité le jour où on fera des chapitres détaillés de la sécurité. Du coup, je ferme la parenthèse et je reviens à cette partie-là. On a parlé des types de menaces ou les menaces, créées par l'acteur de menace ou autrement dit la personne qui cherche à gagner en accès dans un réseau ou dans un système d'information pour essayer de rendre plus applicables les menaces qu'il découvre. Et cet acteur de menace, il peut découvrir en face de lui 4 types principalement de menaces. À la fois le vol d'informations, la perte et la manipulation des données, l'usurpation d'identité et l'interruption de service. Je pense que c'est très clair ce qui est écrit ici. Ça nécessite peut-être pas une explication plus détaillée, mais tout cela pour dire qu'une fois on réussit à exploiter une menace, on peut faire une de ces 4 éléments. Et ces 4 éléments, c'est, on va dire concrètement, c'est quoi la violation des règles de sécurité? C'est ou bien tu vas réussir finalement à voler des informations ou accéder à des informations qui de base tu n'étais pas autorisé à faire. Deuxième chose, c'est la perte et la manipulation des données. La troisième, c'est le fait d'usurper d'identité et de récupérer des entités des autres. Et puis à la fin de compte, il y a tout ce qui est lié à l'interruption des services, autrement dit bloquer définitivement l'accès à des services spécifiques pour telle entreprise. Quand on parle des menaces, il y a différents types de menaces et j'ouvre là-dessus aussi une petite parenthèse qui n'est pas dans le cours. Les menaces, il y a 2 types de menaces. La menace, elle peut être interne, comme elle peut être comme elle peut être aussi externe. Du coup, quand on parle de la menace interne ou externe, on peut aussi distinguer 2 types de menaces qui sont ou bien intentionnées, du coup, on a vraiment l'envie de vous faire mal, ou bien les menaces non intentionnées. Du coup, les menaces qui viennent tout simplement d'un vieux papy qui, dans son PC, il laisse la session ouverte tout le temps, des choses comme ça. Malheureusement, ce genre de choses, on ne peut pas le gérer. On a beaucoup de difficultés, beaucoup de mal à le gérer. Du coup, généralement, on parle beaucoup plus de la menace intentionnée. Du coup, vraiment un hacker qui veut nous attaquer. Mais il faut vraiment faire attention. C'est une erreur de débutant d'oublier les menaces non intentionnées. C'est les erreurs que font les utilisateurs légitimes et les utilisateurs normaux et légaux sur votre système. Aussi,
Quand on parle des menaces, on parle beaucoup plus de la menace externe, de la menace qui vient de l'extérieur, tout en oubliant que la plupart maintenant des attaques viennent de l'intérieur, parce qu'une fois on gagne l'accès au système, une fois on est à l'intérieur de votre système, on gagne l'accès et c'est bon, ça sera la fête pour faire tout le mal qu'on a envie de faire. Du coup, il faut vraiment faire attention à cette partie-là. Quand on parle des menaces, c'est vrai, on parle la plupart du temps des externes intentionnés. On oublie les internes et on oublie aussi les menaces non intentionnées. Il faut faire face à tout cela et c'est le but généralement des responsables de sécurité des systèmes d'information dans les entreprises ou ceux qu'on appelle les RSSI dans les différents systèmes d'information des entreprises. Alors, dans la deuxième partie aussi de la première grande partie qui parle des menaces, on a ce qu'on appelle les vulnérabilités. Je pense qu'il était plus judicieux de parler de vulnérabilité puis de menaces parce que c'est la vulnérabilité qui donne existence ou qui donne naissance à une menace. La vulnérabilité, c'est le fait d'avoir quelque chose, un système, par exemple, prenons un équipement, un routeur, et puis le routeur ici, il présente quelque part des vulnérabilités dans son fonctionnement. À titre d'exemple, ce routeur, il va nous permettre d'accéder à Internet. Et puis ce routeur, il va nous permettre d'accéder par exemple à distance via Telnet. Vous voyez, c'est que le fait d'avoir un équipement, une technologie, tout ce que vous souhaitez, elle présente automatiquement des vulnérabilités parce que quand on développe une application ou quand on achète un équipement ou quoi que ce soit, c'est pour l'utiliser. Et pour l'utiliser, on doit ouvrir l'accès à des services, on doit ouvrir l'accès à des ports d'utilisation, etc. Et cette ouverture, elle mène automatiquement à des vulnérabilités. C'est pour cette raison que quand on parle de vulnérabilité, on parle de failles, de problèmes qui est quelque part ici, qui est existant, qu'on a beaucoup de mal à fermer. Et puis, cette vulnérabilité ou cette faille, c'est elle que l'acteur de menace va essayer d'exploiter, ce qu'on appelle le hacker un peu dans le langage de tous les jours, va essayer d'exploiter pour gagner l'accès à votre système ou gagner l'accès à votre réseau au final. Du coup, quand on parle des vulnérabilités, il y a différents types de vulnérabilités réellement. La plus importante, enfin, on va dire les trois sont existantes, mais peut-être celle qu'on connaît le plus, c'est la vulnérabilité technologique. Quand on parle de la vulnérabilité technologique, c'est que nous avons une technologie, nous avons un produit, nous avons une solution X, et cette solution, de base, elle présente des vulnérabilités. Et là, on a un peu de mal à résoudre ces vulnérabilités parce qu'ils viennent dans la technologie. Par exemple, je prends l'exemple le plus simple, je vous ai déjà expliqué par le passé comment ça marche le principe de TCP, émetteur-destinataire, et puis finalement, on envoie à chaque fois le principe de three-way uncheck pour l'ouverture d'une session. Ça, c'est une technologie, c'est qu'elle fonctionne de cette façon-là, elle fonctionne de cette manière. Imaginez que quelqu'un vient ici exploiter cette faille ou cette vulnérabilité en envoyant, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 500 000 accès ou 500 000 demandes d'ouverture de session à la fois. On appelle ça l'attaque de déni de service. On va revenir parler après. Du coup, cette personne-là qui a créé cette attaque-là dans le but de tomber le système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité d'une vulnérabilité technologique. C'est qu'il y a une technologie qui s'appelle TCP/IP, qui a une faille, qui a une vulnérabilité, qui est le fait d'avoir la possibilité d'ouvrir autant de sessions qu'on souhaite. Par exemple, on a un routeur, on veut accéder à ce routeur à distance. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise le protocole d'accès distant qui s'appelle Telnet. Et puis là-dessus, on a un hacker. Qu'est-ce qu'il va faire le hacker? Il va rediriger le trafic vers sa propre sonde ou son propre équipement. Et puis, depuis son PC, il va pouvoir lire toutes les commandes qui circulent sur le réseau. Qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Il a tout simplement exploité une vulnérabilité technologique. C'est quoi la vulnérabilité technologique ici? C'est le fait que Telnet échange les données entre le PC de l'administrateur et le routeur en mode non chiffré, en mode clair. C'est ce qui fait que dans ce cas-là, le hacker qui est ici en train d'écouter les échanges, il a exploité une faille technologique liée à l'utilisation de protocoles Telnet. Les exemples, il y en a beaucoup. Pratiquement chaque protocole, il a un ensemble de failles de sécurité et le but de toute personne qui travaille dans la sécurité, c'est de découvrir ces failles. Si tu es méchant, tu vas les découvrir pour attaquer, et si tu es gentil, tu vas les découvrir pour protéger ton entreprise, ni plus ni moins. Après, il y a les soucis liés à la configuration, et les soucis liés à la configuration, ou les vulnérabilités liées à la configuration. Je vous ai donné l'exemple déjà de protocole Telnet, c'est aussi lié à la configuration, parce que la personne qui a configuré l'accès distant a oublié
oublié d'activer les fonctionnalités, par exemple, les fonctionnalités comment dire, d'échange sécurisé avec SSH au lieu de l'utilisation de Telnet. Ça peut être aussi le fait de mal configurer des fonctionnalités, de mal configurer des mots de passe. Par exemple, on va bien jouer le rôle de dire ok, si tu veux accéder à un routeur, il faut que tu utilises des mots de passe, mais par contre, la politique de mot de passe qu'on a mis en place, elle était très faible, de telle sorte que la personne va dire Cisco comme mot de passe, et puis au Cisco 123 parce qu'il s'ennuie de changer le mot de passe, il va écrire Cisco 123, il va accéder à son routeur. Et vous voyez que là-dessus, ça va poser un énorme problème parce que ça va créer une faille de sécurité au sein de l'entreprise. Mais cette faille, elle n'est pas une faille technologique parce qu'on a la possibilité de la modifier. Par contre, c'est une faille de configuration. C'est que la personne qui a assuré le rôle, qui a fait la configuration de l'équipement, il l'a mal fait de telle sorte que les personnes qui vont analyser le fichier de configuration, ils vont pouvoir lire un certain nombre d'informations qui permettent de récupérer des détails très importants. Par exemple, les protocoles de routage que vous ne connaissez pas pour l'instant, ils échangent la table de routage que vous connaissez entre les différents routeurs. Vous voyez, on a un routeur 1, un routeur 2 ici. Les routeurs échangent entre eux les informations de routage. Toutes les routes, genre la liste de toutes les routes que possède chaque routeur, il l'envoie à l'autre pour que l'autre aussi soit au courant. Et cette fonctionnalité, par exemple, on peut la sécuriser. Et le fait de ne pas sécuriser l'échange, attention, c'est pas chiffrer l'échange, mais le fait de le sécuriser, d'authentifier par exemple les routeurs. Et là, le fait de ne pas sécuriser ça, on peut brancher n'importe quel routeur ici et récupérer les informations de routage. Et ça, vous comprenez très bien que c'est très dangereux. Il y a la possibilité de faire ça, mais on n'a pas fait. On appelle ça une faille, une vulnérabilité liée à la configuration, une vulnérabilité de configuration. Après, il y a les vulnérabilités qui sont liées à la politique de sécurité. Ça peut inclure tout simplement l'absence de la politique de sécurité, tout court. C'est qu'il n'y a pas de politique de sécurité, mais il y a une entreprise qui essaye de faire la sécurité, c'est ce qu'on appelle en mode best effort, c'est qu'elle essaye de faire comme elle peut pour assurer la sécurité, mais malheureusement, elle ne va pas réussir finalement à assurer la sécurité telle qu'il faut. Et ça va donner comme conclusion, ça va donner comme conséquence d'avoir énormément de failles de sécurité au sein de l'entreprise. C'est ce qui va permettre finalement à faire des attaques très facilement à cette entreprise. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la politique de sécurité, ça peut être la manque de continuité de l'authentification, ça peut être les contrôles d'accès logique qui ne sont pas appliqués, ça peut être l'installation et la modification des logiciels et de matériel qui ne respectent pas la politique de sécurité, ça peut être un plan de reprise après sinistre inexistant, ça peut être un plan de sauvegarde et restauration qui est mal fait, c'est ce qui fait qu'on va attaquer des serveurs, les tomber, il n'y aura aucune façon, voler des informations, les supprimer, il n'y aura aucune façon après de récupérer ces informations, etc. C'est que tout cela, tous ces modèles de vulnérabilité qu'on a ici, il permet en quelque sorte à l'acteur de menace derrière, en haut, c'est pour ça que j'ai dit, ça aurait pu être mieux de commencer de parler vulnérabilité, pardon, mais peu importe, c'est comme j'ai dit, c'est ce qui permet à l'acteur de menace après de récupérer ses vulnérabilités et puis essayer d'appliquer ou d'atteindre son objectif à travers, qui est par exemple le fait de voler des informations ou le fait d'essayer d'usurper l'identité ou le fait d'essayer d'assurer ou de faire une interruption de service. Après, en parlant de tout cela, il ne faut pas oublier un élément très très important que je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent l'oublier parce qu'on parle de sécurité informatique, il y a beaucoup d'informaticiens et en particulier les débutants qui pensent que en parlant beaucoup de la sécurité des systèmes d'information, on parle de tout ce qui est codage, hacking, sécurité, attaque, scripting, mot de passe, chiffrement, sécurité, VPN, je ne sais pas quoi, mais ils oublient un élément très 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 important, c'est même, j'ai envie de dire, le pilier de base de la sécurité qui s'appelle la sécurité physique. Malheureusement, beaucoup de personnes l'oublient et la sécurité physique, elle constitue l'élément de base le plus important de la sécurité parce qu'au final, tu as beau à dire tout ce que tu veux en matière de sécurité, tu as beau à dire tout ce que tu veux en matière de protection de données, mais finalement, si ton serveur est installé juste sur une chaise dans le bureau de la secrétaire, finalement, tu n'as rien fait parce que n'importe qui va pouvoir y accéder, le mettre dans un sac et partir avec. Et finalement, tu n'as rien fait en quelque sorte. Ou bien, par exemple,
n'importe qui va pouvoir accéder à votre salle machine et éteindre la totalité de tes serveurs et éteindre la totalité de tes machines. Ou n'importe qui peut, je ne sais pas quoi faire comme bêtise. Moi, j'ai eu ça déjà dans une des entreprises où j'ai travaillé par le passé, où nous avons eu une coupure générale de tout le système d'information de l'entreprise. C'était une alerte vraiment générale. Et puis, je me rappelle à l'époque, on courait très très vite pour aller voir ce qui se passe dans la salle machine. Et puis, on a trouvé juste un technicien à l'intérieur qui a touché l'interrupteur électrique et il a éteint complètement le data center. On l'a vu en train de le rallumer à nouveau et vous voyez que c'est très méchant, c'est très dur parce que après tu as des serveurs qui ont beaucoup de mal à redémarrer, tu as des soucis là-dessus, tu as des interruptions de service, tu as des sauvegardes qui bloquées, bref, tu as énormément de problèmes et tu avais une société d'environ 5000 personnes qui étaient en chômage technique pendant un bon moment. Et vous voyez que là-dessus, pour le faire, pour tomber 5000 personnes en chômage technique, on n'avait pas besoin de compétences de hacking, on n'avait pas besoin d'expertise en failles de sécurité, on n'avait pas besoin des gens qui connaissent très bien les VPN ou les réseaux, on avait juste besoin d'une erreur humaine très basique, pour ne pas dire un autre mot, de quelqu'un qui touche par erreur l'interrupteur électrique au niveau de la salle de data center. La question qui se pose maintenant, est-ce que la sécurité physique était assurée? Est-ce qu'on a mis en place dans l'entreprise un système qui assure ou qui fait en sorte que les fournisseurs d'électricité soient redondés? Est-ce qu'on a mis en place un système de protection dans ce genre de situation de telle sorte qu'un autre data center reprenne le relais si le data center principal tombe? Et la question de base déjà, qui a permis à cette personne d'accéder au data center? Est-ce qu'elle était autorisée à faire, etc. Vous voyez que ce genre de choses, il faut vraiment y penser très sérieusement. Et en parlant de la sécurité, il ne faut pas oublier un élément très important parce que quand on parle de la sécurité physique, ça concerne aussi la sécurité d'accès humain au data center ou même aux entreprises. Et le RSSI, le responsable de sécurité de système d'information, il est responsable aussi d'établir les règles d'accès à l'entreprise par les humains. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous allez dans une entreprise, pour ceux qui travaillent, vous passez, il faut mettre un badge, il faut demander l'accès, vous voyez qu'il faut quand même vous authentifier vous-même à titre personnel. Et ça, c'est un élément très important parce que finalement, si la personne arrive à accéder à l'entreprise très facilement en passant l'accueil très facilement parce qu'il n'y a personne à l'accueil, il n'y a pas de porte pour empêcher l'accès des gens, dans ce cas-là, tu as gagné 80 ou 90% des efforts parce que tous les attaques de sécurité, 80% de temps, les hackers sont à l'extérieur de l'entreprise, ils sont là, les murs de l'entreprise sont là, les équipements de l'entreprise, ils sont là, et les hackers, ils passent tout leur temps à essayer d'y accéder. Et c'est ça le plus important, c'est ce qu'on va voir après. C'est qu'au bien il essaye d'accéder physiquement, tac, 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 il arrive jusqu'à l'équipement, il fait ce qu'il veut, ou bien il essaye d'accéder virtuellement via les accès réseau. Et je vous dis, jusqu'à même 90, même si j'exagère pas, 95% de son temps, le hacker, 95% de son temps est perdu ici, est perdu au fait de voir comment je peux arriver jusqu'à l'équipement. Du coup, avec une sécurité physique mauvaise, tu as fait gagner au hacker 95% de son temps. S'il a fallu un mois pour t'attaquer, maintenant, il va lui falloir peut-être un jour pour faire. Et vous voyez très bien la différence entre une sécurité physique bien appliquée et bien respectée, une sécurité physique très mal appliquée et très mal respectée au sein de l'entreprise. Alors, c'est quoi les catégories de menaces physiques? Ça peut être matériel, hein. Cela va comprendre les dommages physiques aux serveurs, les routeurs, les commutateurs, bref, tous les équipements, les installations des câbles et de postes de travail, les mauvaises installations physiques de matériel, etc. Ça peut être environnemental, c'est le fait par exemple d'avoir un changement extrême de la température. On a par exemple un data center qui n'a pas un système de refroidissement excellent et c'est ce qui fait que l'augmentation très forte de la température pendant l'été peut tomber les serveurs, peut tomber les équipements. Ça peut être le fait de le mettre dans un environnement, dans un endroit très humide, ça peut être le fait de le mettre dans un endroit très sec. Ça peut être le fait de choisir à installer les équipements dans un endroit inondé, dans un endroit où il y a des tuyaux, des canaux d'eau et de canalisation qui passent, etc. Tout cela va impacter directement la sécurité physique des équipements. Après, il y a la menace électrique qui va comprendre les problèmes de tension, qui va comprendre une alimentation insuffisante, la redondance des systèmes électriques qui sont mal faites, l'alimentation qui n'est pas contrôlée face au bruit électrique,
les coupures totales de l'alimentation, etc. Et puis, ça peut être aussi même des soucis liés à la maintenance qui peut comprendre des mauvaises manipulations de la maintenance, des actions de maintenance qui sont mal faites. Ça peut être le fait de changer ou de toucher les composants électriques sans savoir très bien quelle est la conséquence de faire cela. Ça peut être le fait d'avoir faim à un contrat de maintenance et puis ne pas pouvoir changer dans les délais imposés les différents composants électriques, etc. C'est que tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont très importants à prendre en considération parce qu'avec une mauvaise sécurité physique, on peut avoir un effet très dangereux sur l'environnement de l'entreprise. Et sans sécurité physique, j'ai envie de dire, il est même à la limite peu utile de penser à l'autre sécurité qui est la sécurité logique ou la sécurité de configuration classique telle qu'on la connaît. Du coup, une fois parlé des menaces, des vulnérabilités, de la sécurité physique, c'est que, imaginons un hacker qui réussit à avoir accès à tout ça, c'est qu'il arrive à récupérer les différentes vulnérabilités, à exploiter les menaces, à voir quelles sont les menaces physiques qu'il a. Après, il va essayer de commencer à attaquer en quelque sorte. Il va essayer de commencer l'attaque, et l'attaque se fait de différentes manières. C'est pas obligatoirement des étapes, ce que je suis en train de dire, mais pour dire que si on arrive à faire ça, on peut par exemple passer à l'installation des malwares. Quand on dit malware, c'est un peu le fait de dire un malveillant software. C'est un peu un mot composé de mal et de ware comme software, comme logiciel. C'est les logiciels malveillants. Les malwares, c'est tout logiciel qui vise principalement à faire mal à votre système d'information. Je pense que tout le monde connaît le virus, qui est le bon exemple. C'est un des types des logiciels malveillants qui se propage tout simplement en insérant une copie de lui-même dans un autre programme. Et puis l'objectif de virus, c'est le fait de le développer dans un but spécifique, de détruire un système de fichiers ou détruire un réseau, détruire peu importe, mais il est principalement dédié à la destruction des systèmes de fichiers. Et puis il s'infecte, il passe d'un fichier à un autre ou d'un système à un autre par le biais de l'action humaine. On connaît tous par exemple le virus le plus célèbre du monde, plus loin de l'informatique, c'était le Covid, et on sait très bien que le fait d'avoir des contacts humains, ça peut passer le virus d'une personne à une autre. C'est exactement la même chose ici, c'est que ce programme malveillant, il peut sauter d'un système à un autre, il peut sauter d'un fichier à un autre dans le but de faire des destructions dans le système de fichiers que vous avez. Après, il y a le vers, ça diffère pas vraiment grand chose entre le vers et le virus. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre les deux. La seule différence, c'est que les vers sont des logiciels autonomes et qui ne requièrent pas de programme d'accueil ou d'intervention humaine pour se propager. C'est la seule petite différence entre les deux, mais les deux, c'est des programmes qui se propagent d'un système à un autre et qui ont pour but d'assurer une destruction de votre système d'exploitation ou une destruction de votre système de fichiers. Après, il y a aussi le cheval de Troie. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de cheval de Troie, le fait de cacher une mauvaise chose à l'intérieur d'une bonne chose. Et ça, c'est le système d'attaque le plus célèbre aujourd'hui, surtout pour ceux qui en particulier cherchent à acheter des logiciels ou avoir des logiciels ou se procurer des choses à titre gratuit. Il y a le BitTorrent, il y a pas mal de choses. Les serveurs de téléchargement en ligne, il y a beaucoup de personnes qui essayent, par exemple, je dis n'importe quoi, je pense que c'était le logiciel qu'on cherchait le plus gratuitement par le passé, l'Office par exemple, le fait de chercher un Office gratuit, je dis n'importe quoi, le fait de chercher un Office gratuit, ça se trouve que, allez, on va partir sur Google, écrire télécharger Office gratuit, et puis on tombe sur des différents serveurs qui nous proposent, les serveurs de téléchargement, les forums, etc., qui nous proposent des logiciels gratuitement, ça peut être du FIFA, du PES, d'un jeu, le jeu que tu souhaites, etc. On peut les avoir facilement en version piratée gratuitement, mais par contre, on ne sait pas du tout quand on installe ce fichier, qu'est-ce qu'il y a derrière. Du coup, l'objectif de Cheval de Troie, c'est de te donner accès à un fichier ou à un système bien, mais derrière cacher quelque chose de mauvais. Et c'est une des attaques les plus répandues, les plus célèbres aujourd'hui, mais aussi une des attaques, contrairement peut-être à ce que vous pensez, c'est une des attaques les plus simples et les plus faciles à produire, parce que finalement pour la produire, il y a des logiciels aujourd'hui, il y a des solutions qui sont très faciles, qui permettent de produire des systèmes d'attaque très très rapidement et dans un meilleur délai. Alors, quand on parle des attaques, on parle principalement aussi de 3 catégories d'attaques réseau les plus importantes, qui sont les attaques de reconnaissance, les attaques d'accès et les attaques de déni de service.
Alors, les attaques de reconnaissance, c'est l'attaque, j'ai envie de dire, la plus importante et c'est l'attaque qui dure le plus longtemps possible au sein d'un système d'exploitation, un système d'information. L'attaque de reconnaissance est une attaque qui n'est pas en soi une attaque parce que le but, c'est de récupérer la totalité des informations possibles sur une cible donnée, mais le fait de récupérer ces attaques, justement, ça va commencer à permettre à n'importe quel hacker de commencer à construire la base de l'attaque. C'est qu'aujourd'hui, on va commencer à récupérer des informations très simples disponibles publiquement. Dans un deuxième temps, on va passer à une étape, par exemple, où nous allons essayer d'exploiter ces informations disponibles publiquement pour essayer de récupérer des informations. Troisième étape, ces informations que nous avions récupérées, on va essayer encore de faire plus. Et prenons l'exemple le plus simple, le site web de l'entreprise. Le site web, je prends n'importe quelle entreprise, BNP Paribas, Société Générale, Bouygues Télécom, SFR, Orange, je sais pas moi, Total Energy, ce que tu veux. Prends n'importe quelle entreprise, cette entreprise, elle publie des données. Elle publie par exemple des données liées à la bourse, des données liées à la finance, des données liées à ses chiffres d'information, ses chiffres d'affaires, etc. Ça publie par exemple des données Internet. On peut aller scanner par exemple les différents ports d'accès au sein de l'entreprise. On peut aller faire du Whois ou un SLOOKUP pour essayer de voir les systèmes DNS utilisés. Toutes ces informations, ils vous paraissent très simples, ils vous paraissent totalement bêtes, mais attention, c'est des informations qui sont très lourdes et qui permettent de récupérer quelque part une information, une faille qui fuite à l'intérieur de ce genre d'information. C'est que l'attaque de reconnaissance, c'est l'attaque qui dure le plus longtemps possible. Dans les attaques les plus sophistiquées, ça peut être une génération carrément. Là, beaucoup plus, je parle de la cybercriminalité, le cyberterrorisme, etc. Les attaques les plus importantes, les très grandes, qui sont entre les pays, entre les nations, entre les grands groupes, et c'est quelque chose qui peut durer une génération. On peut même envoyer des espions travailler au sein de l'entreprise et gagner en grade, et ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas en 3 jours. Ça se fait en 10 ans, en 15 ans, en 8 ans. Si tu veux attaquer, par exemple, un hacker qui cherche à attaquer une entreprise, la reconnaissance, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 3 mois. En commençant par les infos publiques, en allant jusqu'à les informations, d'essayer de balayer le réseau, d'essayer de balayer les ports, récupérer les adresses IP publiques, essayer de voir les différents documents qui traînent sur Internet, essayer de récupérer des différentes informations qui peuvent fuiter d'une façon ou d'une autre, les fichiers qui circulent, etc. Tous ces éléments-là, ils vont permettre à ces hackers finalement de récupérer des informations. Par exemple, on peut parler de l'exploitDB, exploitDB Google Hacking. Et là, par exemple, on peut essayer, grâce à ce genre de système, de récupérer des informations qui traînent sur Internet à propos d'une entreprise. Je dis n'importe quoi. Ici, je peux écrire, par exemple, Cisco. Et là, je peux voir comment je peux insérer des choses très simples pour permettre de récupérer des informations liées à des accès Cisco. Par exemple, ici, je peux cliquer ici, je peux aller chercher ça sur Google et là je cherche par exemple comment accéder à Cisco ASDM, toutes les requêtes qui traînent sur Google avec Cisco ASDM, qui a dans l'URL admin public index pour essayer de récupérer un accès admin à quelque part, un ASDM quelque part qui traîne sur le réseau. ASDM, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'interface d'administration des équipements de sécurité Cisco si vous voulez les administrer en interface graphique. Ça peut être, je ne sais pas quoi, hein, ça peut être n'importe quoi. Là-dessus, on peut par exemple chercher, regardez, on peut chercher à récupérer. Et là, regardez, si je cherche à exploiter cette faille, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir les fichiers Excel qui traînent, qui par exemple en échange par mail ou quelque part en entreprise sont les chiffrés. Tous les fichiers XLSX, les différentes extensions Excel, avec le mot Cisco ou cisco.com sur des sites internet gouvernementaux. Et là, par exemple, je tombe sur ça, courts.ca.gov. CA, j'ai l'impression que c'est Canada.gov. On trouve un fichier Excel, on l'ouvre, on va trouver peut-être un ensemble d'informations ici, un ensemble d'informations importants. Par exemple, ici,
on peut trouver des informations liées à, je sais pas, des achats qui ont été faits par une entreprise ou par un ministère au Canada ou je ne sais pas de quel pays. On peut essayer de récupérer des informations assez importantes là-dessus. Du coup, il faut penser à faire attention à ce genre de choses parce que lors de l'attaque de reconnaissance, on va pouvoir très facilement récupérer des informations et faire des choses assez malsaines, on va dire, pour récupérer des informations qui peuvent être très dangereuses. Par exemple, là, on récupère des tableaux Excel qui traînent sur des sites gouvernementaux avec le mot-clé Cisco. Et là, tu peux cliquer sur n'importe quel lien et récupérer, je ne sais même pas ce que c'est ici, Colorado ETS Qualified Manufacturer, là c'est juste pour l'exemple qu'on le dit. Et là, vous voyez, on récupère un tableau. Est-ce que ce tableau, ça nous intéresse ou pas? Nous intéresse ou pas? Je ne sais pas vous dire, mais c'est juste pour l'exemple que je vous dis qu'il est possible de faire de l'attaque de reconnaissance en prenant énormément de temps pour arriver à atteindre l'objectif final. Du coup, l'attaque de reconnaissance, c'est tout un grand chapitre quand on fait la CEH. J'espère avoir le temps de vous faire un jour la CEH, mais vous allez voir que l'attaque de reconnaissance, c'est une attaque, c'est un chapitre très très beau à faire, mais c'est une attaque qui met beaucoup de temps et qui commence d'habitude par s'intéresser à des choses qui ont l'air très simples et très basiques de base. Après, on a ce qu'on appelle les attaques d'accès, c'est qu'une fois la reconnaissance est faite, qu'est-ce qu'on a? On a les attaques d'accès. On a le fait d'essayer de gagner un accès à ce système-là. Et l'attaque d'accès peut se faire de différentes façons, de différentes manières. Ça peut se faire par exemple par les attaques par mot de passe. Le fait d'essayer de forcer des mots de passe, le fait d'essayer de forcer des passwords en utilisant le dictionnaire, en faisant tourner des scripts qui essayent de forcer l'accès avec des mots de passe de dictionnaire. On appelle ça les techniques de brute forcing. En essayant par exemple de composer des mots de passe, en envoyant des liens de réinitialisation de mots de passe pour essayer de récupérer des mots de passe. Bref, il y en a énormément de techniques, mais la base des attaques d'accès, c'est d'essayer de récupérer un mot de passe déjà. Elle est où? Elle est là, oui. C'est le fait d'essayer de récupérer un mot de passe. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'exploitation de la confiance ou l'exploitation de la faille humaine. C'est un des modèles d'accès les plus célèbres et auquel contre lequel, je ne sais pas si ça se dit comme ça ou pas, on a le moins de moyens de contrôler parce que c'est tout simplement, là on parle bien des gens qui se contrôlent pas. Prenons l'exemple très très simple, nous avons un monsieur qui a un poste de travail très très important au sein de son entreprise. Ce monsieur, il est certainement marié, il a sa femme, et puis il a sa femme, et puis il a des enfants, et puis un jour, allez, on va donner le scénario des enfants, pas le scénario de sa femme. Par exemple, son enfant, un jour, il accueille un ami, et puis cet ami-là, je dis n'importe quoi, le papa va leur donner le PC pour jouer avec, par exemple, ou pour faire des choses avec. Et puis, ça se trouve que son enfant-là, il a un ami, et cet ami-là, qui est quelqu'un de normal, il a un ami qui est qui est par exemple un hacker et qui va lui dire, je ne sais pas pourquoi je lui mets 6, mais bon, peu importe, et qui va lui dire, écoute, quand tu accèdes au PC de ton copain, le PC de papa de ton copain, essaye de me charger avec cette clé USB le fichier PST d'Excel. Et là, d'Excel, pardon, de la messagerie Outlook. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans toutes les messageries des entreprises, on a un Outlook quelque part qu'on utilise pour envoyer et recevoir des emails, et tous les emails sont stockés dans un fichier .pst qui est quelque part à l'intérieur de vos machines. Et puis là, si on récupère ce fichier-là, on va récupérer la totalité des emails professionnels de la personne. Et vous voyez que cette personne-là a exploité la confiance que le papa il a à son enfant, envers son enfant. C'est que l'exploitation de la confiance. Et maintenant, dites-moi comment un expert de sécurité va pouvoir surveiller ça. Il ne va pas rentrer à la maison de chacun. C'est que la seule façon de faire face à ce genre de choses, c'est la sensibilisation des gens. C'est le fait de dire aux gens, écoutez, vous avez vos propres PC, le PC professionnel, jamais vous le donnez à quelqu'un, jamais vous le confiez à quelqu'un, etc., etc. C'est le fait de continuer à faire beaucoup plus de théorie ou beaucoup plus de sensibilisation aux gens. Après, il y a ce qu'on appelle la redirection des ports. C'est le fait d'essayer de gagner l'accès à une machine qui a l'accès à une autre machine. Par exemple, prenons l'exemple d'un hacker ici qui a une machine. Et cette personne-là qui a une machine, elle va essayer d'accéder, par exemple, en SSH, je dis n'importe quoi, en SSH, à une autre machine. Et cette machine-là, elle a accès en telnet à un routeur, par exemple. Et là,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger les informations de Telnet sur le SSH pour essayer de Telnet qu'on a sur un poste de confiance sur un autre poste qui n'est pas de confiance. Et la redirection, ça peut intégrer énormément de choses. Ça peut être même la redirection réseau tout court, hein, le fait de, par exemple, réussir l'accès au réseau. Et là, ça concerne aussi l'homme au milieu, ça concerne l'attaque de l'homme au milieu. C'est le fait, par exemple, je dis n'importe quoi, nous sommes une entreprise, on a une entreprise. Au sein de l'entreprise, on a un réseau, hop, comme ça, et nous avons un routeur, et le routeur, il permet l'accès, par exemple, au réseau public, au serveur, etc. Et puis, ce qu'on peut faire là-dessus, on peut assurer une attaque très simple, c'est le fait de, par exemple, ici, installer sur la machine de hacker un serveur DHCP, par exemple. Et ce serveur DHCP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer comme passerelle par défaut à tous les utilisateurs sa propre machine. OK? Et du coup, le PC que nous avons ici, s'il veut accéder à un serveur qui est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit envoyer à la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est qui? C'est l'adresse IP de PC numéro 1. C'est l'adresse IP du hacker. Du coup, lui, il va envoyer au hacker. Le hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer au routeur. Le routeur, il va envoyer au serveur. Le serveur fait le chemin inverse. Et quand ça repasse par le PC du hacker, le hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Créer une copie pour lui, la garder pour lui, et puis donner l'autre copie pour la personne qui a demandé. On appelle ça aussi les attaques de l'homme au milieu. Du coup, il y a quelqu'un toujours qui s'installe au milieu pour essayer de récupérer toutes les informations qui traînent sur le réseau. Il faut faire attention à ce genre d'attaque. Et vous voyez bien que ce genre d'attaque, on va jamais réussir à le faire si on n'a pas l'élément de base qui est la reconnaissance. C'est que si on n'arrive pas déjà à récupérer toutes les informations de l'entreprise, on ne va jamais pouvoir les exploiter. Pour exploiter une information, il faut l'avoir déjà. Et pour l'avoir, il faut faire l'attaque de reconnaissance. Il faut faire attention à ça. Ok, du coup, la troisième partie ou la troisième catégorie d'attaque plus importante, c'est l'attaque de déni de service. Historiquement parlant, quand on parlait de déni de service, quand on parlait d'attaque de sécurité, on parle de déni de service. C'est que le but de l'attaque par le passé, c'était nous avons un serveur quelque part. Hein, déjà, un serveur dans une entreprise, c'était très largement suffisant parce qu'on parlait d'une époque où l'utilisation des data n'était pas super développée. Et puis, on a un routeur derrière et puis on a le réseau Internet. Et puis, à l'époque, le but c'était très simple, c'était comment attaquer ce serveur-là de telle sorte qu'on le tombe. Comment on va le faire? On va tout simplement lancer un nombre très important de requêtes. Ce serveur, il est fait pour donner des réponses. Je ne sais pas quel type de réponse ça peut être. Et ce genre d'information, ce serveur-là, il va recevoir un nombre de demandes très important qui dépasse toutes les limites. Ça peut être 500 000 par seconde ou 100 000 par seconde ou quelque chose comme ça. C'est de telle sorte que ce serveur n'aura plus la possibilité de répondre aux différentes requêtes et par conséquent, le serveur tombe et quand le serveur tombe, il ne sera plus à répondre à des requêtes légitimes, à des requêtes normales, d'un utilisateur lambda, d'un utilisateur normal. Et c'est ce qui va faire des dégâts très importants pour l'entreprise parce que l'entreprise va perdre en temps et va perdre en argent. Et croyez-moi, aujourd'hui, cette perte, elle est très conséquente et elle est très très forte. Prenons un truc très très simple. On a un petit site qui nous dit Internet in the real time. C'est une simulation, je ne pense pas qu'elle est très à jour, mais c'est juste pour voir une idée. Et vous allez voir que Internet en temps réel, ça devient beaucoup d'argent. C'est que finalement, si vous allez tomber le site d'Amazon pendant 10 secondes, vous allez lui faire perdre 23 000 $. Si vous allez tomber le site d'Amazon dans, je ne sais pas, 15 secondes, vous allez lui faire perdre 35 000 $. Vous voyez qu'on parle de 15 secondes. Généralement, les sites ne tombent pas 10 secondes et 15 secondes. Si on arrive à tomber des systèmes d'information, on arrive à les tomber pour beaucoup plus de temps. Là, on a aussi un autre site qui va nous donner des statistiques Internet en temps réel. Et sur ce site-là, par exemple, on va voir ce que ça peut donner. Combien de vidéos, par exemple, regardées sur Google, combien de choses faites sur je ne sais pas quel type de réseau, ça peut être Snapchat, je ne sais pas lequel, je ne connais pas trop tous les symboles, Twitter, etc., les autres, bref. Et là, vous voyez bien, très bien que quand même, en une journée ou en l'espace de quelques secondes, quand même, il y a énormément d'informations qui circulent. Et si on arrive à tomber un système pendant ce petit temps-là, quand même, c'est très dangereux. Attaque in real time.
par exemple, ici, on peut voir l'ensemble des attaques DDoS. Il y a un site aussi de Kaspersky qui assure ça aussi. Mais bon, peu importe. On peut voir rapidement les différentes attaques DDoS qui se déroulent en temps réel à travers le monde via des cartes interactives. Et vous allez voir que l'attaque DDoS quand même reste aujourd'hui l'attaque la plus répandue parce qu'elle est l'attaque la plus simple. Bien que l'attaque DOS ou l'attaque DDoS, elle devient là, vous voyez, hop. C'est bon toi. Oh. Qu'est-ce que je fais là? Bon, j'ai retiré ça parce que ça m'embête le petit bot ici. Ah, il est là, le X. C'est bon, j'ai pas vu. Du coup, là, ça nous permettra de voir avec peut-être un peu plus de... Je ne sais pas comment on peut zoomer ou dézoomer les différentes attaques qui se déroulent à travers le monde en mode DDoS. Et vous voyez que c'est la guerre. Hein, c'est vraiment la guerre qui se fait en temps réel tous les jours. C'est vrai que c'est une guerre qui ne fait pas des victimes. Du coup, les médias n'en parlent pas beaucoup. Mais quand même, c'est une guerre qui se déroule tous les jours entre les États, entre les entreprises, entre des particuliers, entre des gens qui sont là juste pour s'amuser, juste pour tester, essayer à tomber des données, etc. Là, pareil aussi, vous pouvez voir quelques attaques qui se déroulent pas totalement en temps réel, mais là par exemple on revient de 2015 jusqu'à aujourd'hui qui nous mettent en évidence les attaques les plus importantes, mais vous cherchez sur Google, vous trouvez d'autres sites qui mettent vraiment en temps réel ceux qui sont scannés par les différents systèmes de sécurité à travers le monde. Et là, vous voyez que quand même, les différentes attaques à travers le monde sont très importantes en DDoS, parce que comme je vous dis, les DDoS, c'est les techniques d'attaque aujourd'hui qui sont les plus simples à mettre en place et sont les plus simples aujourd'hui à réaliser. Pardon. Attention, on parle DOS comme Denied Service, DDoS comme Distributed Denied Service, et généralement aujourd'hui on parle que de DDoS, de telle sorte que vous pouvez dire DOS ou DDoS, ça revient au même, c'est juste de la théorie entre les deux. DOS, c'est juste une seule machine qui attaque, mais les systèmes de sécurité aujourd'hui sont tellement développés et ils sont tellement fiables que arriver à tomber quand même des serveurs en utilisant une seule machine, c'est quasiment impossible, ou même j'ai envie de dire totalement impossible. C'est ce qui fait qu'on parle que de DDoS et on peut dire DOS ou DDoS, ça reviendra au même. Et ceux qui attaquent en DDoS utilisent généralement des machines. Et c'est là, vous voyez, la fameuse attaque de cheval de Troie, ça peut être une des raisons. C'est que les gens, ils vous donnent des logiciels et à l'intérieur des logiciels, ils mettent des bots qui permettent d'avoir le droit administrateur sur vos machines et au final, avoir la possibilité de faire des attaques en utilisant vos machines sans que vous le sachiez en quelque sorte. Et ce genre de machines, on les appelle généralement les machines zombies. C'est les machines qu'on utilise, on installe des botnets, des petits robots sur les machines et puis on peut exploiter la machine à l'heure qu'on veut et puis il y a sur Internet des sites et des services sur Internet qui offrent ça. Du coup, toi, si tu veux maintenant attaquer en DDoS, tu n'as pas besoin d'aller faire des logiciels, etc. L'ensemble de machines est déjà disponible. Tu achètes, tu prends déjà directement un paquet, un bouquet de postes qui compte 70 000 postes ou 80 000 postes ou 100 000 postes et tu lances ton attaque et c'est bon et tu t'amuses. Vous voyez que c'est très simple, c'est très facile à faire. Le Denied Service quand même est toujours d'actualité contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile à tomber des systèmes modernes, mais quand même ça reste quand même possible. Et le plus difficile aussi en face concernant les attaques de Denied Service, c'est le fait d'avoir peu de contrôle et peu de technique pour l'arrêter. Le fait juste de mettre à jour très très bien les systèmes, avoir des systèmes robustes, pouvoir basculer d'un data center à un autre si on subit des attaques, c'est peut-être les solutions les plus simples, les plus classiques pour faire face à des attaques de type de Denied Service. Ok, du coup, on a parlé, je pense, de toutes ces parties-là. Alors, on a parlé de l'homme au milieu, on a parlé des attaques d'accès, les attaques de reconnaissance. On a parlé de comment gagner les attaques d'accès et puis on a parlé de Denied Service. Très bien. Du coup, la dernière partie qui reste, c'est l'atténuation des menaces. C'est comment faire en sorte d'atténuer des menaces. Je vais essayer de faire vite parce que je sais je sais que j'ai perdu un peu plus de temps en expliquant ce chapitre. Alors, je vais faire vite pour la dernière partie théorique, c'est comment faire pour atténuer des menaces. Ce que font les entreprises généralement, ça c'est juste un exemple parce qu'il y en a peut-être un peu plus de choses, mais comme j'ai dit, on est dans un chapitre pour débutants, dans un chapitre des notions de base, et pour atténuer des menaces, déjà, il y a ce qu'on appelle la défense en profondeur ou le système ou l'approche de défense par couche. C'est ce qui veut dire, c'est que
Ce qu'on veut dire par ça, c'est que on assure une sécurité assez complète. C'est qu'on a plusieurs périphériques, plusieurs technologies qui assurent tous la sécurité en même temps. D'une façon, le terme qu'utilisent généralement les entreprises, c'est le fonctionnement en tandem. Par exemple, on a un pare-feu qui fonctionne. Derrière le pare-feu, on aura un IPS. Derrière l'IPS, on va mettre des systèmes d'antivirus, etc. Ou un système de ce qu'on appelle Unified Threat Management. C'est la gestion, les UTM, le système de gestion des vulnérabilités ou de menaces le plus complet qui intègre la totalité des solutions existantes en sécurité juste sur un seul boîtier, installé sur un seul boîtier. C'est ce qui fait qu'en passant par ce boîtier-là, on va scanner l'antivirus, on va faire de l'IPS, on va faire de l'IDS, on va faire de pare-feu, etc., etc. On va faire pratiquement toutes les fonctionnalités nécessaires pour assurer la sécurité. Aussi, le fait de conserver les sauvegardes, le fait d'avoir une politique de sauvegarde et de restauration très très importante, parce que le plus important c'est d'assurer la protection des données, la protection par exemple des données qui sont installées sur votre serveur. Mais imaginez qu'un jour on arrive à compromettre le serveur d'une façon ou d'une autre. Un des objectifs ou un des piliers de base de la sécurité, c'est le fait d'assurer la disponibilité de l'information et le fait d'assurer que l'information soit toujours disponible et protégée. Alors cette règle-là, elle est très importante, et la sauvegarde et la politique de sauvegarde et de restauration très forte au sein de n'importe quelle entreprise, c'est la chose la plus importante qui permet d'assurer cela. Et pour mettre en place une politique de sauvegarde complète, après, il y a tout un métier là-dessus. Il y a des ingénieurs spécialisés en ça qui installent des solutions de sauvegarde, ce qu'on appelle les robots de sauvegarde. IBM, HP, Microsoft, ils proposent des solutions comme ça. Sur Microsoft, vous l'installez directement sur des serveurs, ou carrément, il y a des autres qui installent, qui proposent les disques de sauvegarde installés directement sur des robots de sauvegarde. Et ce que vous allez faire là-dessus, c'est que vous allez mettre en place une politique de sauvegarde complète, et vous allez vous intéresser à la fréquence, le stockage, la sécurité et la validation. Quand on parle de fréquence, c'est le fait de sauvegarder régulièrement les données conformément à une politique de sécurité. Par exemple, faire une sauvegarde complète une fois par mois, et puis faire une sauvegarde incrémentielle tous les jours, ajouter toutes les données qui ont été sauvegardées. Ça peut être un exemple. Les sauvegardes complètes peuvent prendre beaucoup de temps, du coup il faut faire attention. C'est pourquoi il faut effectuer des sauvegardes généralement mensuelles, hebdomadaires, etc. Mais il faut surtout les effectuer, parce que il faut jamais faire confiance à une seule sauvegarde complète. Le faire une fois par mois, une fois par 20 jours, etc. Ça reste très important. Après, on parle de stockage, c'est le fait de valider toujours les sauvegardes afin de garantir l'intégrité des données et de valider les procédures de restauration de fichiers. Et ça, c'est aussi un élément très important là-dessus. Et il y a aussi parce que ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que oui, ok, on sauvegarde, on assure une bonne sauvegarde, on a tous les éléments, mais le jour où on est compromis et on a vraiment besoin de faire, on a vraiment besoin de récupérer les données via le serveur de sauvegarde, mauvaise surprise, on se rend compte que finalement depuis 6 mois qu'on était en train de sauvegarder des données altérées et que ça marche pas. Vous voyez pourquoi il est très important de gérer son stockage et de vérifier son stockage. Assurer sa sécurité, c'est très important. C'est que attention, il faut faire en sorte que les sauvegardes les fichiers de sauvegarde ou les disques de sauvegarde soient stockés dans un endroit sécurisé et un emplacement dédié ou agréé, ou assurer des transferts de sauvegarde d'une façon très sécurisée, d'une façon très protégée, ne pas laisser les disques de sauvegarde comme ça jetés n'importe où, etc. Et puis il y a la dernière partie qui est la validation de la sauvegarde. Comme j'ai dit, c'est que la sauvegarde 1 doit être très très bien protégée par des mots de passe très forts, et puis aussi doit être d'une façon récurrente essayée, testée pour valider qu'elle fonctionne très très bien. Un des éléments de sécurité les plus importants, c'est les correctifs de sécurité et les mises à jour de sécurité. Il suffit d'aller faire un petit tour sur Windows Update de vos machines et vous allez voir que la majorité des mises à jour installées pour votre Windows, c'est des correctifs de sécurité. Du coup, à chaque fois que vous avez des systèmes d'exploitation neufs, récents, développés, à chaque fois que vous allez avoir par conséquent des correctifs de sécurité ou des systèmes de sécurité très améliorés et très développés. Aussi, il y a l'élément lié à l'authentification, autorisation, audit, ce qu'on appelle le AAA, la technologie AAA.
Je vais pas parler pendant 1 heure parce que ça nécessite tout un chapitre dédié et c'est la base de la sécurité et de la protection des échanges, mais c'est le fait de gérer efficacement les règles d'accès. Du coup, prenons le cas d'un utilisateur dans une entreprise. Si vous avez le système AAA complet et bien fait, vous allez mettre un système très complet en matière d'accès de cette personne aux données. La première chose, c'est l'authentification. La première chose, c'est comment je vais m'assurer que cette personne qui s'appelle Nicolas, c'est vraiment Nicolas, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et là-dessus, généralement, on part sur un système de double authentification. La première authentification, c'est quelque chose que tu connais, comme le mot de passe. La deuxième partie de l'authentification, c'est quelque chose qui authentifie la personne. C'est quelque chose qui est en soi. Ça peut être le biométrique, ça peut être le face, ce qu'on appelle l'utilisation de visage. Ça peut être l'utilisation d'un token installé sur son téléphone, ça peut être un SMS sur son mobile, c'est quelque chose vraiment personnel à la personne. Par exemple, aujourd'hui, un numéro de téléphone, c'est très personnel. Si tu reçois un SMS sur ton numéro de téléphone, on est sûr que c'est toi qui vas répondre à ce numéro de téléphone et c'est pas un collègue. Des choses comme ça. C'est assurer un système d'authentification complet ou un système de double authentification qui fait en sorte qu'on est sûr très bien que cette personne est vraiment la personne. Prenons l'exemple le plus simple, le système bancaire, le système de carte bancaire. Et là, vous voyez que vous avez double authentification. Vous mettez la carte, déjà votre carte bleue, elle est très protégée par vous, elle est chez vous. Deuxième élément, le deuxième élément, c'est le fait d'insérer un code PIN. Du coup, on a le code PIN plus la carte. La carte toute seule ne fait rien, le code PIN tout seul ne fait rien. Une fois authentifié, ça ne veut pas dire que tu es authentifié, c'est que c'est la fête, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Imagine que tu as une carte bancaire, ne veut pas dire que tu vas insérer la carte et bien authentifier, que tu as le droit de vider tous les comptes, non. Mais tu peux récupérer que la somme d'argent dont tu es, on va dire, autorisé à récupérer. C'est ce qui fait que, par exemple, si tu as la possibilité de récupérer 1000 euros, tu ne peux récupérer que 1000 euros. Je demande 2000, on va dire désolé. Et la même chose pour l'accès aux fichiers, ça ne veut pas dire que tu es authentifié, que tu puisses faire ce que tu veux. Du coup, une fois authentifié, on passe à la phase de l'autorisation. Du coup, au final, on va t'offrir un jeton de sécurité qui va te donner la liste. Chez Microsoft, on appelle ça le SID, le Secure ID. On va te donner la liste des choses auxquelles tu as accès. Par exemple, toi, tu as accès de faire telle chose, tu as accès de faire telle chose, tu n'as pas accès de faire telle chose, etc. Tu vas double-cliquer sur un fichier sur l'intranet, on va dire « Ah, désolé, ça, c'est pas fait pour toi ». Et là, c'est le système d'autorisation qui permet d'assurer une certaine protection que n'est pas n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi. Et surtout que tu es surveillé. C'est ce qu'on appelle l'auditing, ou en anglais l'accounting, c'est le troisième A. C'est le fait de dire qu'on sait à n'importe quel moment qui a fait quoi, sur quel système, comment, à quelle heure, etc. etc. Et ça nous assure un meilleur système d'authentification. Imaginez qu'il n'y a pas l'auditing. Tu vas sur ton compte, tu récupères 1000 euros et puis tu appelles la banque et tu dis mais écoutez, il y a un problème, je vois 1000 euros en moins dans mon compte, en sachant que moi j'ai rien fait. Ça marche pas comme ça malheureusement, tu ne peux pas le faire parce que la banque justement garde toute la traçabilité de toutes les actions que tu effectues au sein de la banque. C'est globalement l'objectif du système AAA, c'est qu'un système d'accès aux fichiers très complet et très répandu. La dernière ou l'avant-dernière partie, c'est la partie qui parle des pare-feux. Et sur les pare-feux, il y a beaucoup de choses à dire. Le pare-feu, je pense, vous le connaissez comme ça, juste globalement. Mais le pare-feu, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'équipement qui nous assure le filtrage de données. Généralement, on le dessine comme ça. Et vous avez ici l'intérieur de votre entreprise. Et ici, vous avez par exemple un réseau externe. Et c'est grâce au pare-feu que nous allons filtrer toutes les données qui rentrent au sein de l'entreprise. C'est que le pare-feu, il a différentes politiques qui sont installées. La première, c'est de vérifier par exemple si l'adresse IP est autorisée à accéder au sein de réseau de l'entreprise ou pas. Généralement, par exemple, la règle de base de tous les pare-feux, c'est le fait de dire que un pare-feu, il n'a jamais le droit de laisser le trafic qui rentre de réseau public rentrer au sein de l'entreprise. Par exemple, ça, c'est toujours non autorisé. Vous allez me dire, mais moi, à l'intérieur de mon réseau, j'écris google.com et j'ai la requête qui va sur le site de Google et qui revient. Très bien. Mais par contre, elle est déjà initiée depuis l'interne. On appelle ça les pare-feux avec état, qui gardent l'état détaillé de la circulation de trafic. Du coup, là, ici, vous avez par exemple une requête qui a été initiée à l'intérieur de Google pour aller à google.com. J'ai fait un seul O, c'est pas grave. À google.com. Allez, on ajoute le deuxième O, à google.com.
Ici, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? La requête qui va partir à Google, le moment où elle va revenir, le pare-feu doit confirmer qu'il y avait vraiment une requête qui a été initiée à l'intérieur, depuis l'intérieur. Et grâce à cela, que le pare-feu va laisser le trafic circuler. Du coup, le pare-feu va assurer du filtrage de trafic en fonction de différentes techniques. Le filtrage de paquets, c'est par exemple empêcher ou autoriser l'accès sur la base des adresses IP ou des adresses MAC. Le fait de dire les adresses IP qui sont dangereuses, les adresses IP publiques, les adresses IP je ne sais pas quoi, elles ne sont pas autorisées à accéder à mon réseau sauf telle ou telle adresse publique. Il y a ce qu'on appelle le filtrage des applications, c'est que empêcher ou autoriser l'accès à des types d'applications spécifiques en fonction du numéro de port. Par exemple, le port 80, je vais dire, il passe plus. Je dis n'importe quoi, le port 22, le port 23, le port 23, le telnet, il n'est plus autorisé à passer. Le port lié à tel protocole, par exemple, j'exige un échange sécurisé en protocole FTP, de telle sorte que j'active le protocole SFTP, c'est ce qui fait que le FTP, je le bloque, etc., etc. Et puis, au final, il y a ce qu'on appelle l'inspection minutieuse de paquets. C'est le fait de dire que les paquets entrants doivent être des réponses légitimes à des hôtes internes. C'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. Et c'est ce qu'on appelle la technologie, elle s'appelle le SPI. Ou on peut dire aussi que c'est les pare-feux avec état, on appelle ça les SPI, et le but de faire cela, c'est de bloquer par le pare-feu toutes les requêtes qui viennent directement de l'extérieur à l'intérieur pour passer à l'intérieur de mon entreprise. La dernière partie, c'est la sécurisation des points d'extrémité. Et quand on parle de sécurisation des points d'extrémité, on parle tout simplement de sécurisation des périphériques d'utilisateurs à travers l'installation des politiques ou la mise en place des politiques de sécurité très complètes. Par exemple, le fait de dire est-ce que l'utilisateur il aura le droit d'admin sur sa machine ou pas. Par exemple, j'installe des antivirus qui scannent régulièrement les machines de l'utilisateur à travers, par exemple, l'installation des logiciels très complets. Ça peut être un IPS, ça peut être des anti-malware. Vous voyez aujourd'hui, quand on installe des solutions Internet Security, on peut aller voir Kaspersky Internet Security ou même Total Security. Vous allez voir que quand même, ça inclut énormément de fonctionnalités en plus. Je ne me rappelle plus comment on peut l'avoir sur leur site, mais c'est juste pour dire que à chaque fois que vous installez des solutions plus avancées comme les solutions de Total Sécurité, vous allez avoir quand même un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires et un certain nombre de fonctionnalités très importantes installées en plus de fonctionnalités de base qui était l'installation juste de l'antivirus. Avec vous aurez des protections contre les cybermenaces, des protections contre le piratage, Total Security, je ne sais pas si on peut voir un truc, VS Internet Security, par exemple, des trucs comme ça. On peut voir des comparatifs entre les différentes solutions. Par exemple, quand vous achetez une solution Internet Security ou une solution Total Security, vous pouvez avoir Smart et Secure VPN, la protection Privacy Protection, la protection privative, les fils photos, data, etc. Protection, Data Backup, Password Manager, Kaspersky Safe Kits Premium. Vous aurez en même temps l'antivirus, IP Protection, le Web Threat Management, la solution complète qui assure une gestion, un accès très sécurisé à Internet. Là, vous voyez que le but, c'est d'avoir la totale des fonctionnalités de sécurité disponibles sur une machine d'utilisateur dans le but d'assurer une protection complète de cet utilisateur-là. Je pense que en terminant cela, on a terminé tout le chapitre. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, je suis quasiment à 1 heure. Ce qui nous reste, c'est la partie pratique. On va faire un petit tour sur Packet Tracer pour essayer de voir un peu plus de choses, un peu comment installer des fonctionnalités comme AutoSecure, les mots de passe, etc. Comment assurer quelques éléments de sécurité de base. J'insiste sur le fait que c'est un chapitre basique qui parle des notions de base. Le but, ce n'est pas d'être expert de sécurité en faisant juste ce chapitre, mais d'essayer d'avoir une première initialisation aussi au métier de sécurité ou au métier de cybersécurité globalement. Du coup, je pense que nous avions fait le tour de la plupart des éléments, voire peut-être même de tous les éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et moi je vous dis bon courage. Je termine cette vidéo pour lancer la deuxième qui parle de la partie pratique de ce chapitre. La troisième vidéo, je vais la dédier directement à la partie examen de chapitre. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine vidéo. Salut!